Le sujet du jour, c'est des écologistes au gouvernement, pourquoi faire? Alors c'est une autre chose qu'on aime bien chez les écologistes, c'est que, surtout quand ils font de la politique, ils passent des mois, des années à se battre, à militer, à coller des affiches, à se planter des poignards dans le dos, à se rompre, à faire des courants, des scissions, des recompositions, de l'amour parfois, de l'affection, de l'amitié. Ils arrivent même qu'ils gagnent des batailles, qu'ils aient des élus, là ils sont très contents, après ils sont moins contents. Et tous les efforts qu'ils ont déployés finissent à l'inverse de tout autre parti, parce qu'évidemment, dans aucun autre parti, on se demanderait l'UMP au gouvernement pourquoi faire, ou les socialistes au gouvernement pourquoi faire. Mais là, les écologistes, dans un reste de fond de candeur originel, se demandent, bon, tous ces efforts, on y est, et pourquoi faire? Et ils le font en public en plus. Alors, on peut d'autant plus se poser cette question avec eux qu'on les a mis ministres, mais loin des sujets qui fâchent. C'est-à-dire qu'on ne les a pas mis à l'écologie, on ne les a pas mis à l'énergie. On les a mis au logement, c'est très très bien, et au développement. Alors, ils ont commencé très fort. Donc c'est en juin, hein, le gouvernement, avec les écologistes au gouvernement, ça a commencé très fort. Alors, d'abord, c'était pour Pascal. Monsieur Hollande, alors, il faut dire Monsieur le Président de la République, annonce le 11 juin que, bien sûr, la mine d'exploitation d'uranium et Imarouren au Niger va continuer. Même, on va démarrer avec un petit peu plus de taux que l'on imaginait. Ensuite, la ministre de l'écologie, Nicole Bricq, qui tombait un petit peu du ciel, mais en regardant attentivement son pédigré, on disait que finalement, c'était pas si mal. Elle connaissait bien la question fiscale. Elle s'était beaucoup intéressée au gaz de schiste. Elle s'était intéressée à un sujet crucial sur l'économie. Expulsée sans ménagement, parce qu'elle prétendait freiner l'exploitation du pétrole au large de la Guyane. Après, là, je ne sais pas comment interpréter vos applaudissements, mais vous trouvez que c'est bien qu'elle était... Ensuite, on a continué dans ce mois de juin délicieux où des ministres écologistes étaient au gouvernement avec les premières grenades lancées par les forces de l'ordre animées par un gouvernement socialiste. Et les premières grenades des forces de l'ordre, puisque c'est le nom officiel, ont été destinées à des écologistes ou à des gens qui se battaient sur une bataille écologiste. Le 21 juin, face à des opposants de Notre-Dame-des-Landes, et le 24 juin à Montabo, dans la Manche, contre des opposants à la ligne à haute tension. Je m'arrête un instant sur cet événement qui, à mon avis, a beaucoup de sens, surtout si on le regarde dans les détails. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où il y avait 200 manifestants après 3 jours de palabres autour de ce projet que sans doute vous connaissez assez bien. Il y avait 500 forces de l'ordre, 500 gendarmes, armés de pied en cap, et qui ont pris ces jeunes gens, pour la majorité, dans un guêpier, dans une nasse, ont tiré des grenades sans sommation. Et ce qui est apparu, notamment au procès qui a eu lieu récemment en première instance à Coutances, à partir d'une vidéo, c'est que ces tirs de grenades s'étaient faits à tir tendu. Et donc nous avons ainsi commencé ce gouvernement socialiste avec une répression sur un sujet écologiste, avec 3 blessés graves, 25 blessés, 3 blessés graves, dont 2 personnes qui ont des sérieux problèmes à l'œil. Le diagnostic est encore réservé. Voilà. Et puis on a continué très fort toujours. Alors on a très peu entendu les voix des ministres, des députés du mouvement, mais bien sûr vous étiez occupés à autre chose. Et maintenant, si nous renversons la question, non pas nous allons garder la même question, mais imaginez que nous la posions dans un autre lieu et qu'on se la pose par exemple dans quelques jours à La Rochelle. Imaginons que cette question, pourquoi des écologistes au gouvernement, se pose aux journées d'été du Parti socialiste à La Rochelle. Et peut-être nos amis du Parti socialiste se diraient, mais pour se débarrasser de l'écologie, bien sûr.
Voilà. Eh bien, j'espère que nous contribuons à bien animer le débat. Alors d'abord, moi j'avais un peu au tout début, la même réaction d'Hervé Kempf sur la question, parce que je me disais, les écologistes au gouvernement, pourquoi faire? Je me suis dit, si on se pose encore la question maintenant, c'est soit il faut qu'on change de métier, ou alors je sais pas, c'est que vraiment on veut se gratter la tête. Mais après, quand j'ai entendu la suite d'Hervé Kempf, je me suis dit, bon, en tout cas, les écologistes restent les écologistes, parce que inviter un écologiste à la tribune de nos journées d'été pour animer une table ronde, pour se faire engueuler, ça, je crois qu'il n'y a que les écologistes qui le font, parce que et j'aime beaucoup en plus lire les articles d'Hervé Kempf, donc je dis ça avec beaucoup par ailleurs de respect. J'essayais d'imaginer l'équivalent ailleurs. Donc je cherchais et je me disais, je sais pas moi, Étienne Moujotte en train de faire le procès de Sarkozy, en présence de Sarkozy, à la tribune de l'UMP. C'est vrai que j'imagine mal la scène, je crois qu'elle s'est jamais produite d'ailleurs. Mais bon, on va dire que ça fait partie de notre originalité et de notre marque de fabrique. Donc je ne sais pas si on a déjà disparu du paysage politique, mais en tout cas, nous n'avons pas perdu nos bonnes vieilles habitudes. C'est bien les risques qu'on nous oppose, faut pas les écarter, je suis pas dans la méthode Coué. On va nous dire, mais c'est la normalisation, j'ai même entendu, je viens de dire du bien de Noël ma mère, mais là, je suis obligé de dire, mon cher Noël, l'embourgeoisement. C'est vrai que tu as dit dans un article qu'il y avait un risque d'embourgeoisement. Mais alors, moi, je ne sais plus ce qu'on doit penser, parce qu'avant, on disait que les écolos, c'était les bobos. Alors, c'est les bourgeois bohèmes, hein, les bobos. Alors, si les bourgeois bohèmes sont bourgeois, je ne sais pas ce que ça donne, parce que là, dites non, hein, vraiment, ça doit être une drôle d'espèce, le bourgeois bohème qui sont bourgeoises. On est dans une situation inédite. Ça, il faut quand même le dire. C'est jamais arrivé qu'on ait à la fois des ministres au gouvernement, des groupes parlementaires, parce qu'on a eu des députés. On a eu, à une époque, il y avait eu une sénatrice toute seule, elle oubliait de le dire tout à l'heure, Marie, et c'est la plus ancienne sénatrice écologiste. Bon, mais c'était à chaque fois des toutes petites représentations. Maintenant, nous avons à la fois cette représentation au gouvernement, au Sénat, à l'Assemblée, au Parlement européen, la représentation n'a jamais été aussi élevée, et dans les collectivités locales, à tous les échelons, dans les régions, dans les villes et les agglomérations. C'est la situation d'un parti de gouvernement. Et il faut, je pense, c'est ça dont il faut parler aujourd'hui, parce que ça, en effet, c'est nouveau. Et je pense d'ailleurs que nous-mêmes, écologistes, militants écologistes, nous n'avons pas toujours pris la mesure de cette situation. Et nous ne nous rendons pas compte que nous sommes perçus comme tels. Et y compris, je suis désolé de le dire un peu en contrepoint à ce qui a été dit avant par Hervé Kempf, mais par tous les lobbies anti-écologistes, qui eux ont bien mesuré la situation et s'activent évidemment très fort depuis les élections, se sont même activés avant d'ailleurs. Je rappelle quand même que c'était jamais arrivé dans l'histoire de la République qu'un président de la République en exercice fasse une manifestation officielle devant une centrale nucléaire, bien évidemment, parce que ça, vous ne pouvez pas choisir un autre cadre pour dénoncer l'accord entre les écologistes et les socialistes, que les grandes sociétés qui se sentaient en danger sont toutes montées au créneau et depuis d'ailleurs n'ont pas baissé les armes, n'ont pas baissé la garde, et que ça c'est évidemment le signe que les écologistes ont un poids qu'ils n'avaient pas avant. Et ça, je pense qu'il faut aussi commencer par sortir pour ce nouveau statut de l'autoflagellation. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai jamais été partisan de cette pratique, donc je ne tomberai pas dedans maintenant, même si nous y sommes poussés par notre animateur. Moi je pense que pour répondre à la question d'Hervé Kempf, s'il y a encore des gens qui croient qu'on va disparaître, en tout cas je donne rendez-vous à Kempf, je vous fais une proposition d'ailleurs, c'est qu'on le réinvite tous les ans, hein, comme ça il verra que nous ne sommes pas rancuniers et qu'en 2017 il pourra voir et on pourra en rediscuter qu'on lui a apporté un cinglant démenti à son sinistre augure. Et maintenant, on dit modérateur. Moi, je pense qu'au contraire, il faut des animateurs. Donc, je suis un excitateur. Donc, oubliez celui qui a posé les questions et qui avait entendu, en circulant en dessous de la société civile, ce qui se dit à tort ou à raison, et retenez les questions. Pascal, monsieur le ministre, alors Pascal, je tutoie parce que je le connais depuis assez longtemps en tant que journaliste. Il avait même interviewé des gens sur la sortie du capitalisme. Mais maintenant, c'est monsieur le ministre. Pascal, Canfin. Merci.
Le lobby journalistique existe. Moi, j'ai bien aimé l'excitation d'Hervé, parce qu'elle m'a fait penser à une autre question, qui est que fait un journaliste écologique dans un journal qui ne l'est pas? Que c'est vrai, quand on voit les unes du Monde sur la relance de la croissance, je me dis, la couleuvre qu'Hervé Kempf a avalée ce jour-là, c'est un boa. Bon. Tu vois, Hervé, c'est ça la vie. Voilà. Toi, t'es Hervé. Et donc, s'il vous plaît, arrêtons les caricatures. Le micro ne marche pas. Il marche comme ça. Alors, je recommence où? Tu vois, Hervé? C'est bon. Alors, la question du jour est, que fait un journaliste? Bien. Et donc la réalité, elle n'est pas blanche, elle n'est pas noire, elle est grise, elle est complexe. Et je pense que c'est ça, dans l'ADN de l'écologie, c'est de porter cette complexité. Je crois que dans la page de Libération, un autre très bon journal, Pascal Durand a fait une interview il y a quelques jours qui racontait ça. Et je crois que c'était extrêmement pertinent, extrêmement fort. Et je te remercie, Pascal, de l'avoir fait. Vous pouvez applaudir. Moi, je voudrais dire qu'on fait 3 choses dans ce gouvernement. En tout cas, on a 3 registres d'action avec Cécile. Et vous aurez l'occasion de retrouver ces 3 registres d'action dans un texte qu'on publie avec Cécile dans un journal qui s'appelle Le Monde, qui ne publie pas que des tribunes écologistes, parce qu'on sait bien, c'est pas un journal écolo, on vient de le dire. Et donc, on aurait pu faire dans Reporter, sur le site de Hervé. On a pensé que c'était plus convaincant d'aller dans Le Monde, parce qu'on allait toucher des lecteurs qui n'étaient pas déjà 100% convaincus. Et c'est un peu pour ça qu'on fait de la politique, Hervé. C'est aussi pour toucher des gens qui ne sont pas spontanément convaincus par nos idées. Notre responsabilité, c'est de verdir, pour faire simple, d'écologiser la politique de logement, la politique de l'aménagement du territoire. En ce qui concerne Cécile, la politique du développement en ce qui me concerne. Et sincèrement, dire qu'on nous aurait mis en dehors des sujets qui fâchent, c'est quand même, pour tous les élus qui s'occupent des questions de logement, dans toutes les régions et les villes, dire que ça n'est pas un sujet qui fâche la non-artificialisation des terres agricoles, que ça n'est pas un sujet qui fâche la densification des villes, que ce n'est pas un sujet qui fâche la loi SRU, excuse-moi Hervé, si, c'est un sujet qui fâche. Et je pense que Cécile pourra développer. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est en fait, ça veut dire que la question qu'on se pose aujourd'hui des écologistes au gouvernement, pourquoi faire, c'est une question qui revient très souvent quand on est dans des débats, c'est l'articulation entre jusqu'à quel point on va dans le système ou pas. Et ça se joue quasiment, pas seulement au gouvernement, mais dans les médias, tu l'as dit, ça se joue aussi dans beaucoup de pratiques quotidiennes. Donc ça, c'est intéressant, parce que la réponse que j'aurais à apporter rapidement, sans rentrer dans le débat, sans parler c'est que moi, je suis ici, sous le titre, si tu as bien regardé, auteur de l'oligarchie, ça suffit, vive la démocratie. Pourquoi? Non, mais pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y a des espaces de liberté qui sont créés, qui font qu'un l'excitateur vient sous cette casquette. La deuxième chose, c'est que ces espaces, indépendamment des bagarres au couteau qui peuvent se passer difficilement dans les médias, qui maintenant appartiennent à des capitalistes, à des milliardaires, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Et troisièmement, que l'enjeu essentiel, c'est comment est-ce qu'on joue sur ces espaces de liberté. Par exemple, pour un journaliste qui est dans un média capitaliste ou oligarchique, où il joue avec sa marge de liberté, il peut aussi jouer sur d'autres espaces de liberté, des livres, Internet, etc. Peut-être que c'est la même chose que votre rapport avec ce que vous appelez la société civile. Laurence, une autre remarque. Sincèrement, si on avait dû signer, tous, pas Cécile et moi, mais tous, c'est-à-dire en 100 jours, on aura augmenté l'ISF, on aura doublé la taxe sur les transactions financières, on aura adopté le projet de loi sur le harcèlement sexuel, on aura mis une contribution de 3% sur les dividendes distribués, on sera revenu partiellement sur la double peine concernant les retraites à 60 ans, on aura embauché 1500 auxiliaires de vie scolaire, etc., etc. On aura fait quelque chose qui est totalement inaperçu, totalement inaperçu, c'est l'introduction de montages
d'une règle qui modifie profondément les montages fiscaux qui permettent aux grandes entreprises de ne pas payer d'impôts dans les paradis fiscaux. Je pense que personne ne le sait, en grande partie parce que je pense qu'il y a eu, pas une erreur de communication, mais il y a eu un choix qui a été fait, qui n'a pas du tout appartenu, je ne sais pas si Cécile a eu son mot à dire, qui a été de tout mettre dans un collectif budgétaire. Et du coup, c'est voilà, le mot collectif budgétaire, déjà tout le monde zappe. Bon. La réalité, c'est que dedans, il y avait la réforme de l'ISF, le doublement de la taxe sur la transaction financière, le revenir sur les heures supplémentaires, l'augmentation de la fiscalité du patrimoine, et j'en passe et j'en passe. C'est exactement notre projet, et c'est exactement l'accord que nous avons signé avec le Parti socialiste. Donc je ne vois vraiment pas pourquoi je devrais rougir des 100 premiers jours de ce gouvernement, et au contraire, franchement, j'en suis plutôt fier. Et quand j'ajoute à ça ce qui est sorti du Conseil des ministres de mercredi, c'est-à-dire la liste des projets de loi qui vont entrer concrètement dans leur phase opérationnelle avant la fin de l'année. J'ajoute par exemple la séparation, excusez, je reviens sur les questions financières, mais tu as cité, voilà, séparation des banques d'affaires et de dépôts. C'est quelque chose qui pendant 5 ans, la France a bloqué pendant 5 ans le débat européen sur ces questions. Michel Barnier l'a fait avancer. Il y a une commission qui s'appelle la commission Liikanen, que personne ne connaît bien évidemment, et qui travaille sur ces questions au niveau européen. Donc, le choix a été fait par la France de ne pas dire j'agis tout de suite, j'attends les conclusions de cette commission qui porte sur une réforme européenne, sortir septembre-octobre, et ensuite je fais ma loi nationale en lien avec les questions européennes. Ça me semble une très bonne gouvernance. Si pas nous, écologistes, Europe écologique, qui allons dire non, il faut faire ça tout de suite dans notre coin tout seul, et puis on emmerde ce qui se passe à Bruxelles. Alors certes, ce n'est pas dans les 100 jours. So what? L'essentiel, c'est qu'avant la fin de l'année, ce sera fait. Maintenant, sur les signaux, je reviens exactement à ce que disait Cécile. Il y a des signaux, il y a des choses qu'on ne peut pas s'approprier. Voilà. Et c'est parce qu'on ne se les approprie pas qu'elles existent. Voilà. Ça, c'est la réalité. Et maintenant, il faut aussi des signaux. Et je pense que là où nous devons mettre ensemble la pression, c'est sur la conférence environnementale. Parce que là, on est clairement dans le moment où on va envoyer des signaux, au contraire, on ne va pas envoyer des signaux. Et on a réfléchi, et ce n'est pas forcément à moi de le dire maintenant, mais on a réfléchi exactement aux 3 ou 4 propositions fortes qu'on portera ensemble avec les ONG, avec les parlementaires, avec le parti, de façon effectivement à créer cet espace d'imaginaire qui sera celui de la conversion écologique de l'économie et la transition énergétique. Voilà, sincèrement, moi je suis fier et je ne considère pas que ce qu'on a fait c'est presque rien. Merci. Bonsoir Pascal Canfin. Bonsoir. Merci d'être sur notre plateau. Vous êtes ministre vert chargé du développement. Pour encore combien de temps? Si j'en crois ce qui se dit. Jusqu'à l'annonce du nouveau gouvernement. Exactement. Et jusqu'à la passation des pouvoirs avec votre successeur. Mais ce qui est important, c'est que vous avez dit vous-même déjà que vous ne souhaitiez pas faire partie de la prochaine équipe. Aujourd'hui, Manuel Valls a rencontré plusieurs représentants d'Europe Écologie Les Verts. Il leur a proposé le ministère de l'écologie. C'était ce que demandaient les Verts jusqu'à aujourd'hui. Je ne comprends pas. Vous ne regrettez pas votre décision? Elle n'était pas un peu trop rapide? Moi, j'ai dit dès août dernier que je ne ferais pas partie d'un gouvernement qui serait dirigé par Manuel Valls. Pourquoi? D'élite faciès? Pas du tout. Pourquoi? Ce n'est pas une question de personne. Il faut être extrêmement clair. Ce n'est pas une question de personne. C'est une question de ligne politique. Nous avons des désaccords profonds avec Manuel Valls sur les questions économiques, sur les questions de société et sur les questions environnementales. Il est par exemple favorable aux OGM. Sur les questions économiques, il est favorable au détricotage des 35 heures. C'est ce qu'il a dit lors de la primaire socialiste, à la fin de laquelle il a fait 6% des voix. Est-ce que vous êtes sûr qu'il est toujours sur cette ligne-là aujourd'hui? C'est ce que j'allais vous dire. Il y a 2 options. Soit Manuel Valls fait ce qu'il pense juste pour la France, c'est-à-dire ce qu'il a dit pendant la primaire, et auquel cas il fait imploser la gauche, et nous allons dans des temps difficiles, soit il ne fait pas ce qu'il a dit qu'il ferait, et il se déjuge lui-même, et il atteint son propre capital politique, il fait le contraire de ce qu'il a dit qu'il faudrait faire. Et donc, nous ne voulons pas, tout simplement, participer à cet exercice qui est une forme de mascarade
où les uns disent des choses et font le contraire et réciproquement. Il y a trop de désaccords avec la ligne politique qui a été celle incarnée jusqu'à présent par Manuel Valls. Donc, certes, Emmanuel Macron est jeune d'un point de vue générationnel, mais je le connais depuis très longtemps, parce qu'il était secrétaire général de l'Élysée quand j'étais au gouvernement, et il était pro-mine, pro-nucléaire, pro-gaz de schiste, pro-OGM, etc. Donc il a une culture historique qui est celle-là. Les Verts ou en rejoignant les socialistes, ce sont vos compagnons de route historiques. Donc pourquoi ne pas avoir fait ce choix-là ? C'est un choix, d'abord, je suis parfaitement à l'aise avec ce que je viens de vous dire, et le fait que l'écologie soit l'axe numéro 1 transversal du projet de la liste c'est la même chose avec les Verts. Mais, bien sûr, mais c'est vrai, sauf que, et là on en vient au deuxième élément. Vous vous rendez compte de ce que vous venez de dire? Ça veut dire que vous dites, c'est vrai, aujourd'hui, la liste, appelons-la Renaissance, a un projet. Non, bien sûr, mais c'est pas encore très connu des Français, mais bon, la liste Renaissance, soutenue par le président de la République, a un projet environnemental crédible. La politique, je la sers, mais je ne m'en sers pas. Et je crois que les Français apprécient ce genre de choses, pour autant qu'ils le connaissent. Vous avez raison, très bien, mais ça ne dépend que de vous.